l'audace de l'humanisme. Je suis un indigène d'ici. J'ai grandi sur les bords de ce lac. J'en ai appris les us et coutumes, une certaine lenteur. Et en même temps, bouillait en moi un besoin énorme de connaître une chose et son contraire, de tout remettre en question, de chercher la vérité. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup étudié, et puis ce besoin d'aller au-delà, c'est probablement ce que vous appelez l'innovation. Avec sur la photo, si vous le voyez, ce soir, besoin de voyage pour aller vérifier ce que j'avais appris. Je commence par, après l'université, quitter notre Suisse romande dans un vieux bus VV avec quelques copains et on met le cap sur Katmandou. 4 mois de route, de poussière à travers les déserts d'Afghanistan et autres. Pour débarquer là-bas comme professeur d'université, j'enseignais la politique internationale, mais en même temps, j'ai eu la chance de vivre dans une famille hindoue pendant 6 mois. J'ai dû apprendre à manger avec la main droite, moi qui étais gaucher, et puis connaître les Rinpoche, les prêtres tibétains, et même j'ai eu à rapatrier quelques hippies, ce qui m'a permis de connaître l'antimonde de celui dans lequel j'avais grandi. Alors vous imaginez bien que revenir sur les bords de notre lac, après une telle expérience, c'est difficile. Il faut se réadapter. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est je n'ai jamais eu peur du changement, que ce soit un changement géographique, que ce soit un changement de fonction. Chaque fois, il y a un apprentissage et chaque fois, c'est enrichissant. Parce que derrière tous les défis, derrière la misère, derrière l'injustice qu'on croise parfois, il y a le regard d'un enfant, il y a une main tendue, il y a toujours l'humain. Et c'est à ce voyage au pays de l'humanisme que j'aimerais vous convier. Bien sûr, face aux incertitudes, on commence par se méfier. On ne croit pas à la globalisation, ça fait peur. C'est la faute à l'immigration. L'autre est toujours suspect. On n'est plus chez nous avec tous ces immigrés. Ou bien, lorsqu'on est seul au monde, les tracassés, c'est des tout petits véhicules qui montent à travers les vignes du Lavaux. Alors évidemment, on peut faire un championnat du monde. Il n'y a que 2-3 villages voisins qui en font. La globalisation, on la craint. Et pourtant, je peux en témoigner de par ma vie, le monde est magnifique. Le monde est d'une beauté, d'une sérénité. Et malgré toutes les tragédies qu'on peut connaître, en contrepoint de cela, le monde est toujours quelque chose qui mérite d'être découvert. La condition, c'est oser aller au-devant des autres. Alors ici, avec une classe moyenne, quelqu'un dans une maroquinerie en Amérique latine, ou alors la haute société, ou bien la basse, peu importe. Ce qui est important, c'est cette espèce de jeu d'auto-tamponneuse permanent, où on est avec les autres, on échange, et on n'apprend pas par soi-même, on apprend de ce que les autres nous envoient comme regard. Il faut oser. Nous devons nous laisser surprendre. J'aime aller au-devant de l'inconnu, ici dans les Yoshemites, ou bien ces contrastes entre un vieux réverbère et des gratte-ciel. Dans mon histoire, comme je vous le disais,
D'abord, il y a eu cet électrochoc de Katmandou. Et puis, j'ai eu la chance de faire une étape au CICR. Je me suis retrouvé au Liban, dans ce monde de confrontation entre chrétiens et musulmans, où j'ai vu la mort de près, dans les camps de réfugiés. Plus tard, quand j'étais envoyé en Rhodésie, Zimbabwe, j'ai même vu un prêtre rôti sur le grill avec du plomb versé dans la bouche et dans les oreilles parce qu'il avait parlé, et un des deux camps en conflit s'était vengé. On voit des choses épouvantables, c'est vrai. Et puis, je suis entré chez Nestlé, en Afrique, en Amérique latine, et j'ai eu l'occasion de participer aux grandes privatisations des entreprises de l'Europe de l'Est, qui étaient en train de basculer vers notre monde économique, en aidant par exemple Lech Walesa dans sa campagne. Puis, nouveau changement, j'entre dans le monde de la logistique, chez les Hollandais avec TNT, puis les Français avec la Poste française et DPD, puis les Allemands avec DHL, finalement à la tête du conseil d'administration de la Poste suisse. Et tout ça pour, quand on rentre au pays, créer ma propre société. On est très proche et des questions environnementales et des questions d'entrepreneuriat. C'est de cette confrontation permanente entre les cultures et entre des activités professionnelles diverses que jaillit l'étincelle, la créativité et chaque fois le goût, j'allais presque dire la boulimie, d'en faire encore plus. Et c'est toujours ce sourire au coin d'un marché, aux endroits les plus insolites, qui vont nous apporter cette part d'humain qui va résoudre une partie des problèmes auxquels on est confronté en permanence. Certes, aujourd'hui, les problèmes sont de plus en plus globaux, et à problème global correspond bien sûr une solution globale. Si vous regardez la situation de l'énergie, les besoins énergétiques du monde sont croissants, et si vous regardez ici en rouge, l'Asie, on ne peut pas demander aux Chinois de continuer d'aller à bicyclette parce que le père était à bicyclette, non. Donc il y aura des besoins croissants auxquels il faut faire face d'une façon ou d'une autre. L'immigration, sur cette carte, vous voyez déjà la carte du monde corrigée en fonction de la population. Alors, vous avez une Inde qui est déjà très gonflée. Si je vous la mettais en 2100, vous verriez quelque chose d'encore plus dramatique. Vous voyez ici, tout en haut de la courbe, l'Asie, et puis l'extraordinaire montée de l'Afrique avec 3,5 milliards de population. Et puis tout en bas, insignifiant, l'Europe, les États-Unis, le Japon, le monde développé. Vous avez le problème de l'eau. Ici, on est au-dessus de l'Iran. Vous avez déjà aujourd'hui, à travers le monde, un déficit de 20% d'eau potable de qualité acceptable, et ça sera probablement un des grands défis de la deuxième moitié de ce siècle. Alors, face à toutes ces difficultés, heureusement, il y a des solutions. Ça passe par une prise de conscience, ça passe aussi par la technologie. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, les clean tech vont apporter une grande partie de la solution, probablement aussi par l'économie circulaire, où on va réutiliser une partie de ce qu'on avait, parce que, par exemple, les terres rares, on n'arrive pas à en retrouver en suffisance. Nouvel An chinois. Au début de cette année, je m'amusais de voir que le désir des Chinois est de posséder de l'or suisse. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les échanges qui créent la richesse. Ça ne sert à rien de s'isoler. Il est tellement normal qu'à travers les échanges mondiaux, on crée davantage et davantage de richesses. Donc je ne suis pas du tout personnellement opposé à la globalisation. La même chose vaut pour nous en Suisse. Évitons de nous retirer sur notre pâturage.
la prospérité de notre pays vient justement de son ouverture au monde. Culturellement, c'est du rassemblement, de la rencontre entre ces différents types de civilisations. Vous aviez le Tibet, ici Abu Dhabi, ici, par hasard, on est en Amérique latine, mais on pourrait être à New York, et l'Inde. C'est de cette confrontation que vont naître des étincelles de créativité et les nouvelles solutions. Alors permettez-moi maintenant de vous raconter au travers de ce que j'ai vécu quelques exemples où l'humanisme l'emporte en dépit des circonstances. Premier exemple, nous sommes ici en Colombie et vous voyez arriver un paysan qui porte un sac de café. Ça s'est passé il y a 2 semaines, tout à fait par hasard. J'entre dans la coopérative des caféculteurs et qu'est-ce que je vois? Par hasard, la liste de prix, et regardez, Nespresso, 10 fois le prix d'un autre type de café. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous, en Occident, on est capable, avec des efforts marketing, de créer un produit premium, malgré ce que certains disent, on arrive quand même à payer 10 fois le producteur. C'est peut-être pas assez, mais c'est quand même une réalité. Autre exemple, il se trouve que je fais partie d'une fondation aux États-Unis qui s'appelle Hope, où on aide les jeunes Américains, essentiellement ceux des classes moins favorisées, à être ce qu'on appelle financially literature. On essaye de les éduquer à utiliser leur argent de façon intéressante, à ne pas toujours abuser de la carte de crédit et à être responsables. Même dans un pays très développé, ce genre de choses sont nécessaires. Abu Dhabi. Ici, nous avons, avec une des sociétés dans lesquelles je suis impliqué, lancé un produit qui permet à la fois de nettoyer et de désinfecter avec de l'eau. C'est de l'eau électrolysée. Et vous n'avez pratiquement pas de substances chimiques. Donc il existe des solutions parfois qui permettent de faire face aux problèmes de l'écologie, très simples, et dans un pays qui manque d'eau, extrêmement efficaces. L'Inde. L'Inde est un pays à la fois de caste, parfois de misère. Ici, une fille qui cherche des poux dans les cheveux de l'autre. Mais en même temps, c'est le pays de la haute technologie. Et je travaille un peu avec des incubateurs à Bangalore, où vous avez, pour 6 places dans l'incubateur, 2000 applicants, qui presque tous sont des porteurs de projets intéressants. Un potentiel extraordinaire. Ou Singapour. J'ai travaillé, l'année dernière, je suis allé 25 fois, donc ça veut dire à peu près tous les 15 jours, j'ai pris l'avion pour aller là-bas, où on a, pour le compte du gouvernement, travaillé sur un énorme projet, où il s'agissait, entre autres, par exemple, de créer un métro marchandises souterrain, l'idée étant d'éviter trop de camions, mais surtout dans une première phase, de créer un district industriel avec 200 usines sur 1 km². Donc on crée des tours et toute la logistique intégrée, un seul distribution center pour 200 usines. Toutes ces solutions qui sont des solutions intelligentes de l'avenir sont là à notre disposition. Et sur ce plan-là, souvent, l'Asie a des leçons à nous donner. Alors, quelles sont les conditions? La première, c'est d'oser, le courage de l'innovation. Si vous êtes en Asie du Sud-Est, vous êtes face à des traditions millénaires, comme dans les temples d'Angkor, ou à des cultures qui sont restées statiques pendant très longtemps, ici sur les bords du Mékong, ou alors l'industrialisation mal comprise, l'électrification dans une des rues de Bangkok, ou, à la fin, de vraies solutions planifiées et modernes. La deuxième condition, c'est le respect mutuel, c'est la tolérance, c'est la non-confrontation. Je ne crois personnellement pas qu'on va résoudre les problèmes en interdisant, notamment dans le domaine religieux, l'interdiction du voile, l'interdiction de ceci. Non, la solution, elle est davantage dans le fait d'autoriser, mais
d'être intransigeant sur le fait que chacun doit respecter la culture de l'autre. C'est essentiel. Et de nouveau, il y aura une cross-fertilisation, une mutualisation qui est enrichissante pour tous. Et finalement, c'est la question de la confiance. Nous avons une planète, nous en sommes tous dépositaires, et il faut que nous aidions. Nous avons l'envie d'aider cette planète qui est unique et où nous vivons tous à se développer. Le monde, qu'on aille le découvrir, qu'on soit face à quelque chose de grandiose, qu'on soit dans quelque chose de plus humble, le monde est un monde de passion partagée. Vous l'aurez compris, je suis moi-même un passionné, et je crois que c'est à travers cette passion, cette transmission de témoins de la passion, qu'on arrive à trouver l'étincelle de l'humanisme dans toutes les circonstances et des solutions harmonieuses. Merci.